Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette apéro-conférence très printanier de la Maison de la Francité. Vous connaissez le cycle cette année. Il est consacré à Bruxelles. Je le rappelle, parce que c'est toujours important de citer les personnes. Un cycle qui a été initié par Donald George, le directeur de la Maison de la Francité, et qui a été élaboré par Elisabeth Haydin, chargée de projet. Alors, je vous ai parlé de printemps. C'est vrai qu'en ce moment, les arbres bourgeonnent, les magnolias sont en fleurs, les températures normalement sont un peu plus douces. Voilà, faut attendre un petit peu, les oiseaux gazouillent, sauf qu'on les entend pas forcément quand on est à Bruxelles avec le bruit des travaux, des klaxons, des pots d'échappement. Bref, alors loin de moi l'idée d'opposer ville et campagne, mais on va parler d'avenir et d'avenir climatique ce soir, puisque l'objet de la conférence, c'est comment Bruxelles peut-elle s'adapter au changement climatique. Et ça nous concerne toutes et tous, puisque Bruxelles, on y vit ou pas, ou au moins peut-être, on y travaille pour la plupart d'entre nous. Alors pour avoir des pistes de réflexion, bien je vais laisser la parole à Simon Demunck, qui est le coordinateur du Centre d'écologie urbaine. C'est une ASBL qui met en place des projets concrets et des recherches participatives à Bruxelles. Et puis il est aussi collaborateur scientifique à l'ULB. Voilà, bonsoir Simon, et c'est à vous. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation. Effectivement, donc moi je travaille pour le Centre d'écologie urbaine, qui est une ASBL qui a trois grands types d'activités. Le premier type d'activité, c'est vraiment des projets concrets, comme vous l'avez dit. Donc là, on accompagne la mise en place de compost collectif, où on plante des vergers en mode participatif. Et le deuxième champ d'activité, il va plutôt porter sur des recherches qui sont souvent conduites en mode participatif. Et on fait aussi ce qu'on appelle de la recherche-action, donc qu'on peut définir simplement comme une recherche qui vise à modifier le réel, tout en documentant, j'allais dire, le processus de transformation du réel ou pas, puisque parfois, c'est pas toujours évident de changer les choses. Et alors, le troisième grand type d'activité, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire, qu'on peut comparer à l'éducation permanente ici, où là, l'idée, c'est vraiment de faire de la vulgarisation scientifique. Du coup, vaste question, très complexe. Je vais évidemment pas pouvoir tout aborder aujourd'hui et je fais vœu d'humilité tout de suite sur le scope, ou j'allais dire le champ que je vais pouvoir déplier aujourd'hui en 40-45 minutes. Malgré tout, la proposition, c'est que je voudrais travailler cette question au regard d'un prisme ou d'un champ d'études qui s'appelle les inégalités environnementales et que je vais essayer de expliquer au mieux aujourd'hui pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. D'abord, petit rappel sur le contexte global, puisque quand on parle de changement climatique, évidemment, il n'y a pas uniquement Bruxelles et les Bruxelloises qui sont concernés. C'est une conséquence de énormément de choses, mais pour résumer, en gros, l'augmentation des températures qui sont déjà, qui est déjà en route et qui va probablement s'aggraver, elle est principalement liée à la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je ne vais pas vous refaire un cours de géohistoire, parce que j'imagine que tout le monde ici sait plus ou moins ce qu'est le changement climatique. Mais bon, rappelons quand même que dans le dernier rapport du GIEC, qui propose des scénarios climatiques qu'ils appellent des trajectoires socio-économiques partagées, donc les SSP. On est pour le moment sur le SSP2 4.5. Ne me demandez pas pourquoi c'est appelé comme ça, mais en tous les cas, on est sur un scénario de réchauffement d'ici à 2100 à 2,9 degrés, ce qui peut paraître complètement anecdotique comme ça, puisqu'on se dit, tiens, dans une journée, s'il fait 2,9 degrés, qu'est-ce que ça change? Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et malheureusement, déjà, on parle de température moyenne sur l'année, mais surtout, ça a des conséquences dans le monde qui sont absolument catastrophiques, mais vraiment, sans vouloir du tout plomber l'ambiance dès le départ. Et on va essayer justement de voir un petit peu qu'est-ce que ces 2,9 degrés attendus peuvent avoir comme effet sur Bruxelles. Ça, c'est la première chose. On va essayer de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent avoir sur Bruxelles de manière différenciée sur le territoire, parce que ça, c'est le grand champ d'étude des inégalités environnementales, c'est qu'évidemment, les conséquences ne seront pas les mêmes pour tout le monde.
Et puis, on va essayer de regarder quelles sont les pistes possibles, j'allais dire, pour tenter d'adapter Bruxelles au mieux au changement climatique. Je note déjà qu'il y a un changement de posture par rapport à quand j'ai commencé mes recherches il y a 10-15 ans, où on parlait beaucoup d'atténuation, donc de réduire les gaz à effet de serre produits, etc. Malheureusement, on se dirige de plus en plus vers l'adaptation, et c'est très mauvais signe, parce que ça veut quand même dire qu'a priori, l'atténuation, c'est pas qu'on n'a pas perdu la bataille, mais il faut bien entendre qu'à l'échelle mondiale, réduire les gaz à effet de serre, comme l'accord de Paris le demande, ou d'autres accords plus ambitieux possibles, c'est évidemment très complexe, parce qu'il n'y a pas que nous dans l'histoire, il y a des enjeux énormes macroéconomiques et économiques tout simplement dans les pays respectifs, et puis il y a des enjeux aussi dans les pays émergents qui n'ont pas encore pu bénéficier, on va dire, de la croissance économique dont nous avons pu bénéficier, et qui sont probablement en droit de réclamer leur dû, certainement au regard de tout ce que les pays occidentaux ont pu leur causer comme dommages. Donc du coup, ceci étant dit, les perspectives des aléas climatiques, je les ai un petit peu revues, parce que d'habitude j'ai un slide qui fonctionne bien, que j'ai présenté 3000 fois. Ici, en fait, l'avantage, c'est que le CERAC, donc le Centre d'études de recherche en action climatique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas le CERAC, qui est créé récemment à Bruxelles, même au niveau fédéral, en fait, je pense que c'est un institut, je sais pas. Bon, peu importe. Le CERAC, qui étudie le changement climatique à l'échelle de la Belgique, donc c'est fédéral, puisqu'ils sont rattachés au SPF, a publié un rapport très récemment, donc fin 2025, sur justement l'évaluation des risques climatiques en Belgique. Donc ça tombe très bien. Je me suis dit que j'allais quand même re-regarder leur rapport. Moi, je connais assez bien, c'est des gens avec qui je travaille sur des aspects un peu spécifiques. Mais eux viennent de publier un rapport de 212 pages, donc a priori, c'est quand même pas inutile d'aller chercher là-dedans. Et donc, en gros, ils confirment évidemment, puisqu'ils se basent, eux, sur les rapports du GIEC, les tendances qui étaient déjà dans mes slides précédents. Moi, je me basais sur les rapports du GIEC 2014. C'est vrai que là, maintenant, il est peut-être temps de se mettre un peu à jour, mais bon, comme prévu, il n'y a rien qui change. On peut s'attendre en Belgique à une forte tendance au réchauffement hivernal et une très forte tendance au réchauffement estival. Donc, en gros, entre plus 2, plus 7, hiver-été d'ici à la moitié du siècle, et plus 2.9, plus 3.7 d'ici à la fin du siècle. Ça, c'est pour la Belgique. On va avoir des extrêmes de température plus marqués. Ça, je vais beaucoup en parler aujourd'hui. C'est tout ce qui va concerner les vagues de chaleur, etc. Il y aura un quintuplement des jours tropicaux d'ici 2050. Il faut savoir que les vagues de chaleur seront plus nombreuses, plus intenses et plus longues. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour moi les deux aléas les plus importants, avec évidemment l'augmentation des extrêmes de précipitations. Donc, c'est-à-dire que, en gros, on sait qu'on a des volumes de pluie, des régimes de pluie qu'on connaît depuis la période pré-industrielle et qu'on peut plus ou moins prédire. Et là, l'idée, c'est qu'on prédit aussi, des collègues internationaux d'une autre trempe que moi prédisent des extrêmes de précipitation plus importantes, et ça aura des effets évidemment sur les risques d'inondation. J'y reviendrai, c'est pas le seul on va dire aléa qui génère ce risque d'inondation, mais c'est évidemment sans forte pluie, il y a évidemment beaucoup moins de risques d'inondation. On va avoir augmentation générale des sécheresses estivales, donc là c'est plutôt les jours sans pluie, ce qui va évidemment avoir un impact à Bruxelles, mais c'est plutôt pour les campagnes, parce que les sécheresses, on les associe plutôt à la production alimentaire, et donc à des problèmes de production alimentaire, et des plus grandes variations saisonnières de l'humidité des sols. J'ai envie de dire, si on n'avait que ça, ce serait pas très grave, mais là, pour le coup, on n'aura pas que ça. Alors, les conséquences attendues, le CERAC, je vais passer assez vite sur les slides qui viennent, parce que déjà, je suis pas sûr que ce soit lisible pour tout le monde derrière, et aussi parce que je vais focaliser plutôt sur deux grands aléas climatiques et deux grands risques qui sont le stress thermique et les inondations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un système comme ça où on évalue des risques sur un territoire, c'est pas uniquement les aléas climatiques qui vont peser là-dessus. C'est pas genre A égale produit un effet sur B et puis on sait prédire les choses. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, ici, le CERAC a tenté de résumer, on va dire, les sous-systèmes d'un système complexe, parce qu'on est dans un système complexe.
Donc les systèmes de l'alimentation, les écosystèmes naturels, les infrastructures, les bâtiments, la santé, la bien-être et l'économie et les finances. Et tout ça est extrêmement lié. Et du coup, on est sur ce qu'on appelle un risque systémique qui peut être défini comme un risque susceptible de provoquer l'effondrement de sous-systèmes ou du système entier. Là, je renvoie vers les travaux du Club de Rome de 1972, que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi, qui sont particulièrement inquiétants et qui ont posé en fait l'hypothèse d'un effondrement mondial de la population, du PIB et de toute une série d'autres facteurs en raison de diverses, on va dire, tendances qu'ils avaient observées avant 72. Il faut savoir que ces travaux-là, ils ont fait un retentissement énorme dans les années 70, qui a d'ailleurs nourri fortement l'écologie politique des années 70, qui est chère à mon cœur, parce que personnellement, j'aime beaucoup les auteurs des années 70, notamment Elie Van Illich, qui est mon petit chouchou. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut savoir aussi que les travaux du Club de Rome, ils ont été actualisés récemment par des chercheurs contemporains, et les courbes d'effondrement sont très précises. Enfin, c'est-à-dire qu'elles recouvrent en quelque sorte les prédictions du Club de Rome. Donc c'est pas super rassurant tout ça, mais on va pas parler de collapsologie aujourd'hui. On va plutôt aborder les risques climatiques, et il faut comprendre malgré tout qu'on est sur des risques systémiques. Donc il y a une interdépendance entre des composants entre les sous-systèmes d'un grand système. Il y a des possibles effets dominos. Il y a des mécanismes de boucle de rétroaction, donc qui se nourrissent les uns les autres, souvent dans le mauvais sens malheureusement. Et puis on a aussi une forte difficulté de prédiction précise de comment les choses peuvent se passer, parce que ça peut un peu péter de partout malheureusement. Bref, je vais quand même parfois être un tout petit peu optimiste, mais je pense que c'est quand même important moi je me penche pas beaucoup sur le contexte global, bien qu'il ait un effet sur mes travaux. Moi je suis un Brussels boy, comme je suis né à Bruxelles, je travaille par Bruxelles, pour Bruxelles et avec Bruxelles. Mais c'est vrai que quand on se repenche dans cette littérature-là, c'est quand même toujours très inquiétant. Bref, je vais passer très rapidement en revue ces tableaux que le CERAC a proposés. Ils ont en gros résumé des risques climatiques dans la colonne de gauche, avec une caractérisation selon eux de l'urgence ou non d'agir. Vous voyez que la plupart des actions sont soit urgentes, donc on a des gravités de risque en mauve qui sont catastrophiques, en rouge qui sont critiques, en orange qui sont substantielles et en orange clair qui sont limitées. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'orange clair. Et grosso modo, ils ont essayé d'estimer aussi la gravité du risque selon qu'on se trouvera à 2, 3 ou 4 degrés. Donc pour ce qu'eux appellent un cluster, mais donc pour les écosystèmes naturels, on va avoir des risques pour les écosystèmes forestiers. Ça nous concerne directement parce qu'on a la forêt de soigne, et la forêt de soigne est déjà en train de subir les effets du changement climatique. Le hêtre n'est pas du tout adapté au changement climatique, donc là on est déjà très concerné. Il va y avoir des risques accrus de feu, de départ d'incendie, on voit partout en Europe. On aura un risque accru ici à Bruxelles aussi. Des risques pour les écosystèmes d'eau, sur les sécheresses, et aussi sur le sol à cause des sécheresses et de l'érosion. Pour la question d'alimentation, qui sont liées aussi évidemment à Bruxelles, puisque on se nourrit bien de champs, etc. Il faut comprendre qu'on va avoir des risques pour les cultures qui vont être problématiques, notamment aussi à cause des sécheresses, dégradation des écosystèmes du sol, risque de déclin des pollinisateurs et donc de productivité agricole. Risque de propagation accrue de maladies et risque pour la sûreté alimentaire finalement, donc l'approvisionnement, alimentaire de Bruxelles et de la Belgique là pour le coup. En termes d'infrastructure, il y a un risque majeur pour les bâtiments dû aux inondations, donc ça c'est la case en mauve que vous voyez. Alors évidemment, il y a un risque pour les bâtiments, mais en soi, les bâtiments, ils vont pas se plaindre s'ils sont inondés. C'est surtout les personnes qui vivent dedans qui vont nous concerner. Et moi, je vais beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, on va un peu tenter de personnifier ou d'humaniser en quelque sorte ces tableaux. On verra, on aura pas mal de trucs à dire là-dessus. Voilà, donc problématique de bâtiments, problématique de santé humaine. Là, ça va nous concerner un peu plus puisque moi, je parle souvent des gens, donc... on a un clair risque pour la santé humaine qui est lié au stress thermique, qui est, de mon point de vue, le parent pauvre. On a beaucoup travaillé sur les inondations à Bruxelles sur les 15-20 dernières années, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille sur le stress thermique, si ce n'est des collègues en Flandre ou flamands
qui travaille plutôt sur ce qu'on appelle l'exposition au risque. Et vous verrez, je vais déplier la notion de vulnérabilité et qui a 3 composantes, dont l'exposition. Mais il n'y a pas que l'exposition, évidemment, au risque. Il y a donc comment on est sensible à ce risque et comment on peut ou pas s'adapter à ce risque. Donc les Flamands, ceux qui bossent pour le moment sur le stress thermique à Bruxelles, c'est plutôt sur l'exposition. Donc on a des très belles cartes où on sait plus ou moins où vont poser les problèmes de chaleur, où vont se poser les problèmes de chaleur. Mais nous, très humblement, on a tenté justement d'aller un peu plus loin que uniquement l'exposition et d'aller travailler ces questions de sensibilité et des questions de capacité d'adaptation. Et donc pour terminer sur ce tableau, sur les risques de la santé humaine, on va avoir donc des risques pour la santé humaine liés au stress thermique, aux maladies vectorielles, tout ce qui est moustique tigre, tic, etc. Il y a pas mal de gens qui bossent là-dessus. Ça, il faut s'attendre à ce qu'on vive ça dans les prochaines décennies. Risques pour la santé mentale, ça paraît pas évident comme ça, mais il y a des corrélations très fortes entre le stress thermique, la violence et la santé mentale. Et puis des zoonoses et potentiellement des problèmes de cohésion et d'inégalité. Donc là, on voit déjà qu'il y a une première trace de ce que moi je voudrais vous montrer aujourd'hui. Question d'inégalité finalement dans ces questions-là. Et potentiellement aussi des déplacements internes de population vers Bruxelles, vers la Belgique. Et enfin, sur l'économie et la finance, pour faire très court, on a un énorme problème à venir qui va concerner les assurances. Je vais en dire un petit mot tout à l'heure, parce que les assurances sont très clairement en train de dire qu'elles n'ont pas les moyens de payer les coûts de réfection des travaux, par exemple des inondations de la Vesdre en 2021, que vous avez sans doute tous et toutes vues à la télé, et qui ont ravagé, je pense, c'est dans la région de Liège. Et tout ça coûte énormément d'argent. Donc, dans un premier temps, ils ont financé une partie. L'État, les régions ont mis une autre partie, mais ils sont clairement en train de dire officiellement à tout le monde, ça peut pas durer. Et puis, évidemment, il y a des travaux, ça je les ai pas mis parce qu'on va pas aller dans les chiffres pareils, c'est pas super excitant, mais il y a des travaux qui montrent les diminutions de PIB, diminution de PIB par pays selon les aléas, selon les changements climatiques à venir, et c'est vraiment très inquiétant aussi. On parle de points de 3 à 12 de mémoire, points de PIB. Il faut savoir que quand on a une croissance économique de 1% en Belgique, on est déjà très content. Donc, il y a un vrai tsunami potentiel qui peut arriver ici. Donc là, c'est évidemment comme prévu illisible, mais rassurez-vous, c'est pas grave. Ils ont en fait relisté tout ce que je viens de vous montrer dans l'ordre de gravité. Et je trouvais ça marrant. J'ai tendance à avoir un humour noir de temps en temps, ou cynique, mais les 2 premiers, c'est exactement les aléas sur lesquels nous on travaille. Donc ça tombe bien, je vais dire, je vais vous déplier ce qu'on sait dernièrement sur ces questions-là, à savoir le risque pour la santé humaine lié au stress thermique et les risques pour les bâtiments liés aux inondations. Encore une fois, moi je vais plutôt m'intéresser aux personnes qui vivent dans ces bâtiments. Donc, on va, comme je le disais, analyser le stress thermique et les inondations à Bruxelles au regard des inégalités environnementales. Qu'est-ce qu'une inégalité environnementale? Alors ça, c'est un travail dont je suis assez content, en fait, qu'on a mené avec des collègues, qui a tenté de typologiser, donc de proposer 4 typologies d'inégalités environnementales à Bruxelles, qui sont celles-ci. Donc la première, c'est l'inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux. Et donc ça va typiquement analyser au plan spatial. On prend Bruxelles, on regarde la carte et on se dit comment les infrastructures de logement, de bâtiments, d'eau, d'espaces verts, de sol ou de survol des avions, de bruit, etc. Comment tout ça est réparti à Bruxelles et surtout comment elles concernent ou pas différents types de groupes sociaux. Et souvent, quand on va parler d'inégalité environnementale, on va s'intéresser en priorité aux groupes sociaux, on va dire économiquement défavorisés, parce que toute la littérature et l'expérience vécue montrent que ce sont en général les personnes les plus vulnérables. Mais vous verrez qu'il y a d'autres groupes sociaux qui peuvent être potentiellement vulnérables sans être forcément pauvres. Par exemple, les femmes enceintes pour le stress thermique, personne n'est au courant. Personnellement, je ne savais pas jusqu'il y a 1 an, mais il y a vraiment des comorbidités très importantes pour les femmes enceintes et des risques de fausses couches vraiment importants lors d'un stress thermique. Donc ça, c'est l'inégale répartition de la qualité environnementale, on va dire. Et cette répartition, elle peut être cumulative, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs risques environnementaux dans les mêmes quartiers. Elle peut être négative, quand on a des risques, mais elle peut être aussi positive quand il y a des espaces verts, par exemple. On va avoir une inégale répartition des espaces verts à Bruxelles. Elle est positive pour les gens à Uccle et elle est négative pour les gens à Molenbeek.
Et elle peut aussi être actuelle, mais aussi future. Donc ça, c'est un peu le gros bloc, ce que moi j'appelle un tiroir. Hein. C'est un énorme tiroir dans lequel on peut sur lequel on peut parler pendant très longtemps. Les trois autres que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, mais que je vous mets quand même, je me permets de vous porter à connaissance, c'est l'inégal impact des différents groupes sociaux sur l'environnement. Un minimum là-dessus quand même, il faut savoir qu'à toutes les échelles, pays, nations, régions, communes, ménages, les personnes les plus riches ont plus d'effets sur l'environnement négatif que les personnes les plus pauvres. Vous pouvez prendre à peu près tous les indicateurs que vous voulez, ça fonctionne quasiment sur tout. Donc ça, c'est un autre problème qui d'ailleurs renvoie vers la notion d'injustice que je vais évoquer juste après. La troisième typologie d'inégalité environnementale, c'est l'inégale capacité des différents groupes sociaux d'agir ou de réagir sur, on va dire, la qualité de leur environnement. Un exemple, je ne l'ai pas ici parce que c'est hors sujet par rapport au risque climatique, mais si vous prenez le survol des avions à Bruxelles, qui concerne principalement les quartiers centraux, et donc les populations les plus denses et les plus pauvres, et si on compare le survol des avions avec le nombre de plaintes et où se trouvent les plaintes sur le survol des avions, vous allez voir que c'est Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert qui se plaignent d'un problème beaucoup plus pour lequel ils sont beaucoup moins concernés que la majorité des gens du centre et du croissant pauvre. Et donc ça, c'est typiquement une inégale capacité des groupes à se plaindre, on va dire ça comme ça, et qui est très liée au capital social et culturel, etc. Et c'est injuste d'après nous. Et le dernier, c'est l'inégal impact des politiques environnementales, des politiques publiques sur les différents groupes sociaux. Ça va concerner la zone de basse émission, la politique de logement qui va plutôt favoriser les propriétaires privés, enfin ce genre de trucs-là. Et donc voilà, comme ça vous avez en tête ce que c'est une inégalité environnementale, mais moi je vais vraiment focaliser sur la première catégorie, qui est l'inégale répartition de la qualité environnementale des différents groupes sociaux. Peut-être juste là-dessus, un minimum, parce que je trouve ça quand même toujours intéressant. Moi, en tout cas, depuis que j'ai ces trois types de justice en tête, ça m'aide en fait à mieux comprendre le monde, tout simplement, ou mon quotidien. Quand on parle d'inégalité, en fait, derrière, en toile de fond, il y a la notion de justice. Et la notion de justice, on en parle beaucoup, mais en fait, moi, avant de l'étudier, je la connaissais pas très bien, finalement. Et Schlossberg, qui est un type incroyable, en 2007, il a proposé une typologie qui, depuis, a été citée des milliers de fois, qui est trois grands types de justice. La première, c'est la justice distributive. C'est comment sont distribuées typiquement les choses entre vous et nous, les choses bonnes ou les choses mauvaises. Donc comment sont distribués, par exemple, les espaces verts à Bruxelles, comment sont distribués les risques environnementaux, etc. Ça renvoie vers la justice distributive. La deuxième type de justice qui est important d'avoir en tête, c'est la justice de reconnaissance. Ça, c'est typiquement le film Erin Brockovich. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a mobilisé la justice de reconnaissance parce que le problème de pollution de ces gens n'était pas reconnu, et elle a travaillé en fait pour eux, avec eux, pour faire reconnaître ce problème. C'est quasiment la base de tout. Si vous n'avez pas un problème qui est reconnu, vous ne pouvez pas mobiliser tout le reste en fait. Donc ça, c'est un peu pour moi le socle initial minimum. Et puis il y a la justice participative, aussi appelée procédurale. Personnellement, je trouve que c'est plus clair de l'appeler participative parce qu'elle renvoie vers les questions de participation. D'accord ? Et donc on voit bien donc elle renvoie donc comme j'expliquais que les personnes souvent au capital social culturel plus important ou qui ont plus de pognon tout simplement ont beaucoup plus de moyens légaux etc. de peser sur le réel quoi en quelque sorte. Et vous voyez qu'on a lié les types de justice avec nos quatre typologies. Donc voilà, comme ça vous avez ça en tête. Et donc, maintenant que vous savez que je vais plutôt travailler sur l'inégale répartition de la qualité environnementale entre les différents groupes sociaux, je suis à 23 minutes, je vais essayer d'aller plus ou moins vite. Donc, en gros, une inégalité environnementale, comme je disais, c'est qu'on va croiser des problématiques environnementales avec, la plupart du temps, des données socio-économiques, parce que les données socio-économiques permettent de figurer la pauvreté, et que la pauvreté, on le sait, est un facteur de vulnérabilité très important. Et donc ça, c'est toute une série d'indicateurs qu'on utilise pour, on va dire, croiser les couches environnementales et les couches socio-économiques. Mais il faut comprendre aussi qu'on peut parler d'inégalité environnementale, pas uniquement entre, je sais pas, le stress thermique concerne les plus pauvres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a d'autres groupes sociaux qui ne sont pas pauvres, comme je l'expliquais, qui peuvent être plus vulnérables. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants face au stress thermique, mais aussi les travailleurs, par exemple.
En France, je vous montrerai tout à l'heure, ils ont listé les 23 métiers les plus exposés, les plus vulnérables au changement climatique. Et souvent, c'est ouvriers du bâtiment en extérieur, les mecs qui sont les ferronniers, les trucs. Enfin, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, quoi. Hein. Ils n'ont pas mis trader en premier, ça c'était sûr et certain. Et donc c'est à nouveau, c'est aussi un groupe social, on va dire les travailleurs, qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Et puis il y a toutes les personnes qui sortent malheureusement des statistiques régionales, comme les sans-abri, les personnes migrantes, etc., pour lesquelles on n'a pas beaucoup de données. Et qui sont évidemment extrêmement vulnérables parce qu'elles n'ont pas elles n'ont pas les capacités participatives, elles sont pas reconnues dans leurs problèmes et au niveau de la distribution, enfin elles sont les premières concernées malheureusement lorsqu'il fait très chaud. Donc ceci étant dit, je sais pas si tout le monde est bruxellois dans la salle, mais retenez juste la base à Bruxelles, qui est en gros les quartiers centraux de Bruxelles et le croissant pauvre le long du canal. Concentre le plus de personnes, donc en termes de densité de population, c'est beaucoup plus important que le reste en relatif. Et si on prend le revenu imposable à droite, c'est la carte quasiment opposée. C'est-à-dire que vous avez les personnes les plus riches qui vivent dans les quartiers moins denses, qui sont clairement dans la deuxième couronne de Bruxelles, là où il y a plus de parcs, d'espaces verts, etc. Donc ça, c'est vraiment une géographie à garder en tête, à imprimer cette structure parce que elle va permettre de lire toutes les autres cartes qui vont suivre de manière plus juste, quoi. Du coup, sur les inondations, je vais pas aller super loin parce que nous, on est un peu les experts stress thermique à Bruxelles, donc je vais plutôt m'éclater sur le stress thermique. Mais pour les inondations, c'est un cas d'école, Bruxelles, à l'échelle de la région, tous les quartiers populaires, du fait de leur lien historique avec les espaces industriels, puisqu'il y avait évidemment les quartiers ouvriers, etc., sont malheureusement situés en fond de vallée et les quartiers les plus riches, les plus aisés sont plutôt situés en haut de vallée. Donc c'est quasiment une logique moyenâgeuse. Enfin, on est encore clairement là. C'est parfois étonnant, mais on en est là. Et donc ça c'est, on va dire, à l'échelle de la région. Et il se trouve qu'à l'époque, quand on avait fait le diagnostic des risques et vulnérabilités climatiques de Forêt, qui est ma commune de cœur, j'y suis né. On a été les premiers à Bruxelles à justement proposer une analyse des risques climatiques au regard des inégalités environnementales. Et donc on a été les premiers à Bruxelles à mettre cette carte avec les aléas d'inondation qui sont du bleu clair au bleu foncé, de moins en moins pire à de plus en plus risqués, on va dire ça comme ça. Donc dès que vous avez du bleu foncé, c'est des aléas d'inondation qui sont élevés et donc vous allez avoir plus de risques. Qu'ils arrivent le plus souvent, on va dire ça comme ça. Mais on a aussi mis toute une série par quartier. Vous voyez, la commune de Forêt, il y a 5-6 quartiers. Le bas de Forêt en bas, à gauche, et l'altitude 100 à droite, par exemple. On y a mis des barrettes qui sont en fait des indicateurs de vulnérabilité, comme par exemple les revenus imposables médians, la part de surface imperméable, le pourcentage de droit à l'intervention majorée, qui est un indicateur de pauvreté. Et vous le voyez pas, mais en fait, on a montré sur une ligne pointillée au-dessus de chacune des barrettes que vous voyez, la moyenne régionale. Et donc ça permettait de comprendre si dans ce quartier, on était au-dessus ou sous la moyenne régionale, par exemple du revenu médian, un truc comme ça. Et donc cette carte-là, elle permet très vite de voir, quand elle est lisible dans un rapport proche de vos yeux, et pas ici, elle permet très vite de voir que les quartiers les plus exposés au stress thermique, aux aléas d'inondation, à Forêt, étaient clairement situés dans la partie gauche, donc basse de Forêt. Il y a un dénivelé de 80 mètres entre le haut et le bas. Et que les quartiers les plus riches étaient beaucoup moins concernés par les risques climatiques. D'accord ? C'est lié notamment tout simplement à la topographie du sol, mais c'est lié au processus de construction historique que je viens de vous expliquer. Par ailleurs, il y a aussi les points jaunes et bruns sur la carte qui sont des entreprises d'IED et des stations d'épuration qui sont potentiellement à risque en cas d'inondation, parce que les IED, c'est une nomenclature européenne, mais c'est des entreprises qui peuvent parfois accueillir des usines, des produits chimiques, etc. Et donc, si ces bâtiments sont inondés, vous risquez d'avoir un déversement important de produits chimiques très problématique pour l'environnement, potentiellement pour d'autres publics. Ça, c'est un autre travail qu'on a fait à Saint-Gilles. On a reproduit la même méthodologie. Et là, vous avez à gauche toute la partie du bas de Saint-Gilles, donc qui est la partie du Gard du Midi. Et à droite, vous avez plutôt le Châtelain. Donc pour celles et ceux qui connaissent Saint-Gilles, on s'est
je pense, assez clairement où se trouvent les personnes les plus pauvres dans cette carte. Mais de toute façon, en général, à Bruxelles, c'est pas compliqué. Vous regardez là où il y a les risques environnementaux, vous avez les personnes les plus pauvres. Ça se vérifie quasiment à chaque fois. Mais bon, voilà. Là, vous avez quand même un territoire qui est très imperméable. Saint-Gilles, c'est 85% de surface au sol qui est imperméable. Donc, si vous arrivez jusque dans des taux pareils, à un moment, il ne faut pas s'étonner qu'on a des problèmes, quoi. Alors, petite parenthèse ou petit détour, quand on a fait ces cartes de diagnostic des risques et vulnérabilités climatiques, on les a imprimées en A0 et on les a montrées aux citoyens pour essayer de leur demander est-ce qu'il y a des choses qui manquent, est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses, etc. Parce que le risque d'inondation que vous voyez là, l'aléa d'inondation, c'est un indice, c'est un modèle en fait, c'est pas le réel. C'est un modèle qui est basé sur des hypothèses, quoi. D'accord ? Et donc, on voulait confronter finalement ces indices et ces modèles créés par l'administration régionale avec finalement le savoir expérientiel des gens et de leur territoire. Et on n'a pas été déçus parce que dès le premier atelier, on a eu des personnes, et je pense même que c'est toi en fait, qui nous ont dit ces cartes ne disent pas tout. On a des migrantes qui vivent dans les caves, qui sont régulièrement inondées depuis 2 ans, mais qui ne sont pas indiqués en bleu sur votre carte, quoi. Et là, nous, en fait, on a eu comme le oh my god point, quoi. On est rentré avec nos cartes sous notre baluchon et on s'est dit, mais en fait, on est peut-être en train de passer à côté de plein de trucs, quoi. Et ça a modifié le cours de nos travaux sur les années qui ont suivi. Parce que ça, c'était en 2022, et donc ça fait 4 ans maintenant qu'on a adapté notre méthodologie suite à ça. Et j'y reviendrai. Ensuite, le stress thermique. Donc moi, je mets dans le stress thermique les aléas de vagues de chaleur et les aléas de sécheresse, mais c'est principalement la vague de chaleur qui va nous intéresser parce que, encore une fois, la sécheresse va plutôt concerner les non-humains, donc les végétaux, etc. J'en dirai un petit mot là-dessus, mais bref. Donc sur le stress thermique, il y a 2 grands indicateurs qu'on connaît, c'est les fameux néerlandophones flamands, chercheurs que je décrivais tout à l'heure. C'est eux qui ont fait ces premières cartes-là. On a ce qu'on appelle la température à globe humide, drôle de nom pour un indicateur qui a été développé par l'armée américaine pour essayer de capter au mieux l'inconfort thermique. Parce que vous pouvez avoir, en fait, je sais pas, il peut faire 35 degrés, mais si le taux d'humidité est pas très important, c'est pas du tout la même chose. Et eux, en fait, ils ont pris à la fois l'humidité, le rayonnement solaire et les effets d'ombrage. Et c'est ça qui fait que leur truc fonctionne très bien parce qu'ils n'ont pas uniquement la température ou pas uniquement l'humidité, c'est un indice à nouveau. Donc c'est plusieurs indicateurs qu'ils ont mêlés dans un truc. Et puis, il y a un autre indicateur qui s'appelle le land surface temperature. Ça, c'est la température de surface. Donc, je commence par celui-là. Ça, c'est à nouveau la répartition spatiale de Bruxelles. On voit à nouveau que la première couronne est quand même beaucoup plus impactée. Mais encore une fois, j'aurais peut-être même pas dû la laisser parce que c'est pas un indicateur qui va nous intéresser beaucoup. En fait, on s'intéresse pas aux températures de surface, nous, à Bruxelles. Enfin, on s'en fout. On vit pas au sol, en fait, pour être clair. C'est pas la température de surface qui génère un inconfort chez nous. D'accord ? Par contre, celle-là, elle est très intéressante et c'est Dirk Lowatt et ses collègues qui ont fait ça et qui montrent à nouveau, je ne sais pas si vous avez ce pattern ou cette structure en tête des cartes précédentes, mais c'est quasiment tout le temps la même chose. Donc on a à nouveau un hypercentre et une première couronne. Donc ici, on est clairement en plein dedans, qui sont extrêmement exposés, avec tout le long du canal aussi tout le zoning industriel qui va être exposé également. Et dès qu'on passe en deuxième couronne, selon les quartiers, évidemment, il y a des variations, mais ça va déjà beaucoup mieux, quoi. Et alors, évidemment, vous avez le truc tout bleu à droite qui est la forêt de Soignes. Donc on a une inégalité environnementale très marquée à Bruxelles, à l'échelle de la région, sur le stress thermique. Mais, encore une fois, on a eu en quelque sorte de la chance, humour cynique et noir, qui était de travailler pour la première fois cette question d'inégalité environnementale à Forêt. Parce que Forêt, c'est vraiment une commune coupée en deux qui est très marquée par les inégalités environnementales. Et donc vous avez ici la carte de Forêt à gauche avec tout le bas de Forêt qui est toute la partie gauche par rapport au haut de Forêt. Je pense que c'est quand même assez clair. On voit d'ailleurs très bien les effets refroidissants des parcs du Den et parcs de Forêt qui ont vraiment un effet, refroidissant sur une bonne partie du haut. Mais c'est aussi très clairement lié à l'imperméabilisation des sols qui n'est pas du tout la même. Le pourcentage d'imperméabilisation des sols n'est pas du tout le même à gauche, donc dans le bas de Forêt, qu'à droite. C'est très lié. À Saint-Gilles, c'est pareil. Donc là, vous voyez que c'est pas très bleu. C'est beaucoup moins bleu que Forêt.
Donc généralement, on va dire en moyenne, le territoire est plus rouge, donc plus chaud. Mais c'est encore une fois lié au fait qu'à Forêt, le taux d'imperméabilisation, je l'ai plus en tête, je crois que c'est 65%. Voilà, c'est 66%. Et à Saint-Gilles, c'est 85%. Donc d'office, vous allez avoir moins de bleus et moins de problèmes, enfin moins de lieux refuge, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, si vous comparez tout le quartier de la Gare du Midi et les gens qui vivent rue de Suède, de Danemark, etc., tout ce quartier-là, par rapport au Châtelain, il y a quand même une grosse différence aussi. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à rajouter d'autres types de publics, c'est les petits points en étoile et en losange. Et ça, c'est les écoles, les crèches et les seigneuries. Donc on a voulu montrer aussi que malheureusement, à Bruxelles, la plupart du temps, les écoles sont pas bien loties en termes de stress thermique, ce qui est un problème, notamment pour l'attention des enfants et aussi des professeurs, accessoirement. Toujours sur le stress thermique, je disais, il faut quand même s'intéresser aux métiers qui sont exposés à une température élevée. Je ne vais pas aller plus loin parce que je l'ai déjà plus ou moins dit, mais c'est principalement des ouvriers qualifiés qui travaillent en extérieur. Et l'idée, du coup, c'est... Je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir en 10 minutes. Mais l'idée, du coup, c'est de mieux comprendre ce qu'on appelle la vulnérabilité climatique. Alors, désolé pour le grand slide, mais c'est important à nouveau de bien comprendre. Donc, comme je le disais, la vulnérabilité climatique, c'est 3 grandes composantes. Vous avez l'exposition, donc comment je suis exposé, prenons le stress thermique, prenons la chaleur. Comment je suis exposé à la chaleur, c'est-à-dire où je me trouve sur le territoire et dans quelle mesure je suis exposé, ça c'est l'exposition. Plus elle augmente, plus il y a un risque que la vulnérabilité augmente. Puis vous avez la sensibilité, qui n'est pas du tout la même. Elle est très spécifique aux personnes, elle est très spécifique aux groupes sociaux. Une personne obèse, en mauvaise santé, sous médicaments, sera beaucoup plus sensible au stress thermique que moi, qui ne suis pas obèse, ne suis pas en mauvaise santé et ne prends pas encore de médicaments. Et du coup, la sensibilité, c'est hyper important de comprendre quels sont les publics qui finalement sont sensibles, donc qui ont une capacité à être endommagés finalement par ce stress thermique-là. Et on y voit plus clair maintenant. Et puis, il y a la capacité d'adaptation qui est très liée aux ressources financières des gens. C'est-à-dire que pour la même personne, imaginons dans la même rue, on prend un aléa d'inondation. J'habite avec mon voisin qui gagne 2 fois plus que moi. Il est exposé au même risque d'inondation que moi. Il est sensible au même risque d'inondation que moi, c'est-à-dire que son bâtiment va être inondé s'il y a trop de flotte. Donc pour le moment, on a la même vulnérabilité, mais comme il gagne 2 fois mieux sa vie que moi, il peut mettre en place des mécanismes qui vont réduire le risque d'infiltration d'eau, etc. Ou il peut aussi payer les conséquences de l'inondation, etc. Et donc ça veut dire que plus l'exposition augmente, plus la vulnérabilité augmente, plus la sensibilité augmente, plus la vulnérabilité augmente, mais par contre, plus la capacité d'adaptation augmente, plus la vulnérabilité diminue. Okay, donc il faut bien retenir ces 3 composantes parce qu'elles sont majeures en fait. On s'intéresse trop souvent uniquement à l'exposition, mais en fait il y a d'autres composantes à prendre en compte. Donc là j'ai pas mal de cartes que je vais essayer de passer vite parce que sinon je vais absolument pas m'en sortir. Mais donc en gros, ce qu'on a pu montrer dans des travaux ici avec des collègues du CREBIS sur la vulnérabilité des personnes hyper précaires et sensibles, c'était clairement lié au travail que je citais tout à l'heure de la carte de Forêt qui ne montrerait pas tout. On s'est dit, on oublie plein de publics, on va proposer une recherche à la COCOM, donc la communauté française, c'est la communauté, je sais plus, la COCOM, pour dire, il y a des gens qui passent sous le radar et des statistiques régionales, on voudrait analyser quelle est leur vulnérabilité en fait. Et c'est ce qu'on a fait dans ce rapport avec le CREBIS. Et donc, comme je le disais, on a pu montrer que les 30 quartiers les plus denses en termes d'accueil de seniors sont quasiment tous concernés par le stress thermique. On a montré qu'il y avait des surmortalités estivales, ça c'est pas nous, c'est Cienzano qui l'a montré, mais on a pu, en reliant les questions de seniorité avec les questions de pauvreté, montrer que comme quasiment 25% des personnes en risque de pauvreté se déclarent incapables de maintenir leur logement frais en été et qu'on connaît le nombre de seniors, on a pu faire un calcul qui est à peu près presque 10 000 personnes âgées dont on pense qu'ils sont incapables à l'heure actuelle de maintenir leur logement confortablement frais en été. D'accord ? Et ça veut dire que ça augmente le risque de mortalité, c'est très clair. Autre chose sur les enfants de moins de 3 ans, comme je disais, les écoles sont malheureusement... il y a beaucoup d'écoles qui sont situées en stress thermique et évidemment pour des raisons liées à la densité de population dans ces quartiers centraux, par définition, comme il y a plus de personnes sur un mètre carré, il y a plus d'enfants qui sont concernés par ça. D'accord ? Donc les enfants vont être très concernés aussi par le stress thermique et c'est un problème. Et de manière plus indirecte, ils vont être affectés par le lien qui existe entre stress thermique et absence d'espace vert. D'accord ? Parce que moins vous avez d'espace vert, plus vous avez du stress thermique et de la chaleur. Et le problème, c'est que ces gamins qui sont en contact
moindre avec les espaces verts, la littérature montre qu'ils sont susceptibles d'avoir une moins bonne vue, peut paraître bizarre mais c'est comme ça, et de souffrir plus d'obésité et de stress. D'accord ? Donc ça veut dire que tout est lié, encore une fois. C'est des trucs qui sont complètement liés. Et là, je renvoie aux travaux d'Anne Franklin de Perspective, qui est une dame extraordinaire, et qui... on est en contact, on va dire ça comme ça, quoi. Et en gros, elle s'est dit, moi, je vais essayer d'une fois lire les statistiques que j'ai sur la part de couverture végétale à Bruxelles avec votre prisme qui sont les inégalités environnementales, on va dire de justice distributive, d'accord ? Je sais pas si je suis clair, mais... Et donc, en gros, elle a mis le pentagone et la première couronne en rouge et elle a montré pour plein d'indicateurs liés au végétal, donc la part du territoire sous couvert végétal, la part de logements ayant un accès à un jardin privé, super important, hein. Donc, on voit à chaque fois que pour ces indicateurs, la part consacrée aux espaces verts accessibles au public et aux zones d'espaces verts agricoles, bon, ça c'est peut-être moins important à Bruxelles, mais qu'à chaque fois, les quartiers centraux et les premières couronnes sont beaucoup moins pourvus finalement dans ces questions-là, quoi. Ça, c'est une autre manière de figurer les choses. C'est Médor qui a fait ça avec Jetpack. Donc, c'est Karim Douieb qui est un type incroyable. Il a fait un truc qui s'appelle Bruxelles Malade. Vous devez absolument regarder ça sur Médor. C'est vraiment brillant. Et lui, en fait, c'est un codeur. Donc, il arrive à créer des cartes un peu... à s'amuser avec comment dire, avec comment représenter le réel, quoi. Et là, eux, ils se sont amusés à faire... je sais pas s'ils sont amusés à le faire, mais à mon avis, oui. Connaissant Karim, il prend du plaisir à ce qu'il fait. Ils ont regardé le pourcentage de verdure, d'accord ? Donc, plus il est rouge, moins il est important, et plus il est vert, plus il est important, mais ramené au nombre d'habitants par quartier. Et donc, on voit en fait qu'à Bruxelles, il n'y a pas grand monde en fait qui a un pourcentage de verdure qui est important dans son quartier. Parce que les densités au centre sont tellement importantes qu'elles viennent déformer en quelque sorte j'allais dire, c'est même pas déformer pour moi en fait. Elles viennent ramener... C'est une vision beaucoup plus juste, cette carte-là, que les cartes lisses que nous, on montre, qui, elles, sont déformées par un biais, on va dire, de cadrage ou méthodologique, quoi. Je continue sur le stress thermique. On a aussi essayé d'explorer les questions les personnes qui vivent dans l'espace public, qui sont exposées ou pas au stress thermique. Et donc là, vous voyez la répartition en espèce de triangle inversé, comme ça... qui renvoie vers le Pentagone qui abrite 45% de ces personnes-là. D'accord ? Donc là, déjà, à nouveau, les personnes hyper précaires sont clairement concernées par le stress thermique. Or, on sait que 70% des personnes sans abri souffrent de troubles mentaux, donc 25% ont des pathologies psychiatriques graves, et que ces troubles psychiatriques sont associés à des excès de mortalité très importants pendant les vagues de chaleur. Donc encore une fois, il y a des facteurs parfois dont on se doute, on se demande pourquoi ils sont liés, mais ils sont liés. La prise de médicaments, les troubles psychiatriques ont des corrélations malheureusement importantes avec le stress thermique et donc vont venir vraiment rendre sensibles et vulnérables ces personnes-là. D'accord ? Pareil pour les gamins MENA qui prennent des médicaments, etc., pour juste pas voir le monde réel qu'ils vivent, hein, malheureusement, et ça augmente le risque de déshydratation et de modification de perception en fait, du réel, quoi. Ils se rendent pas compte que s'endormir dans une chaleur pareille, c'est dangereux pour eux, et malheureusement... Voilà. Donc nous, on a essayé de travailler en participatif avec le secteur social santé là-dessus. Et ce que eux nous disent, en gros, c'est que on reste encore très ancré dans l'imaginaire climatique d'il y a 30 ans, à savoir le plan grand froid. Et évidemment, il ne faut pas supprimer le plan grand froid, hein, c'est pas ce que je dis, hein, c'est évidemment super utile, mais il n'y a pas vraiment de plan grand chaud pour le secteur social santé, en fait. Et donc, il y a un vrai truc, de mon point de vue, sur lequel on a mis le doigt en écoutant, juste, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est les gens. Il faut juste aller écouter ce que ces gens font sur le terrain et leur demander leur avis, quoi. Mais donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et dernier truc sur ces cartes-là, c'est les personnes, c'est tous les ronds noirs, ce sont les logements interdits à la location, pour en général des enjeux de salubrité, dont une partie de salubrité une partie des postes d'insalubrité va concerner les postes d'éclairage, de ventilation, de châssis. Et donc, dont on peut supposer très fortement, on n'a pas pu avoir accès à ces gens parce que aller trouver ces gens qui vivent dans les logements indignes, c'est pas évident. Mais on peut supposer très fortement qu'ils sont aussi en souffrance et qu'ils sont aussi vulnérables au stress thermique, puisque qui dit logement indigne dit très probablement pauvreté extrême, et donc à nouveau tout est lié. D'accord ? À nouveau, désolé pour le tableau, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. En gros, c'est une enquête très récente de Stadbel en 2023, je pense 2024. Et elle venait de sortir au moment où on écrivait le rapport.
qui a essayé de comprendre plein de trucs, mais dont notamment le confort dans les logements selon les déciles de revenus. Je ne sais pas si vous êtes familier à ça, mais en gros, selon que les gens ont un revenu moyen ou médian très faible, voire jusqu'à très élevé, d'accord ? Et en fait, ce qu'ils ont montré, et genre, ils l'ont même pas mis comme un highlight de leur rapport, quoi. C'était vraiment une mini-ligne dans un truc. Il a vraiment fallu se dire, waouh, mais qu'est-ce que... Moi, j'ai été hyper étonné par les résultats, mais quand ils posent la question à tous ces déciles de revenus, donc aux personnes très pauvres et aux personnes très riches, est-ce que vous êtes capable de réchauffer votre logement confortablement en hiver ? Et on a un nombre de réponses. Les gens disent oui ou non, hein. Et aussi, la même question aux mêmes personnes, est-ce que vous êtes capable de refroidir votre logement confortablement en été ? Ah ben, systématiquement, les personnes disent non à la réponse pour l'été. Ça veut dire qu'en fait, la chaleur est beaucoup plus problématique que le froid en Belgique sur le confort, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais donc ça veut dire que il y a un vrai tournant pour moi, en fait, dans, on va dire, on associe avant la pauvreté au grand froid. Ben moi, mon hypothèse, c'est qu'on associera la pauvreté au grand chaud bientôt, en fait, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le message que je voulais faire passer. Je vais essayer de prendre encore 5-10 minutes, si ça vous va, pour terminer sur des travaux tout récents. On vient de finir ce rapport avec SOAB, très très chouette équipe. Et là, en fait, on a vraiment essayé d'aller explorer la notion de vulnérabilité, mais dans le cœur avec les gens, encore. En gros, en leur posant plein de questions. L'idée, c'était d'analyser la vulnérabilité au stress thermique des usagers des quartiers proches de la gare du Midi. Donc là, on est vraiment dans le dur, hein. Je peux vous dire, en termes de stress thermique, on ne peut pas faire pire que ça. Et on s'est dit, on va aller leur poser plein de questions et on va essayer de mieux comprendre finalement avec eux le truc, quoi. Toujours partant du fait que jusque-là, les travaux portent surtout sur l'exposition. Vous voyez, c'est ces fameuses cartes régionales que je vous montrais tout à l'heure. On connaît l'exposition maintenant, on sait où elle se trouve. Mais qu'en est-il encore une fois, de la sensibilité et de la capacité d'adaptation? Et c'est ce qu'on a voulu explorer avec ces gens. Du coup, ça, c'est le premier truc. On leur a demandé déjà une exposition subjective, d'accord, selon l'âge de ces gens. Et on leur a demandé aussi quelle est leur sensibilité subjective face au stress thermique. Et donc, on voit clairement que ça augmente de manière linéaire avec l'âge, ce qui n'est pas rassurant parce qu'on va tous vieillir. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les médianes de ces réponses-là, donc plus ou moins les moyennes, mais pas tout à fait, pas aller dans les détails, c'est 8 sur 10. Donc, c'est très élevé. Et donc, je me suis, moi, posé la question à un moment, je me dis, tiens, les gens nous disent, je souffre de la chaleur. Donc, ma sensibilité subjective, la question, c'était, dans quelle mesure souffrez-vous de la chaleur en été ? Ma sensibilité subjective, c'est 8. Je me dis, en termes de douleur, qu'est-ce que c'est en fait, quoi ? Et quand on regarde dans la littérature médicale, à quoi correspond un seuil de douleur de 8 sur 10 ? C'est la catégorie la plus élevée. Vous avez des seuils comme ça, 3 à 5, 5 à 6, 6 à 7. Et puis, au-delà de 8, au-delà de 7,5, 7,3, c'est seuil de douleur intense. Donc, je ne dis pas que ces gens sont dans un seuil de douleur intense. Hein, c'était juste pour donner une idée de qu'est-ce que ça représente finalement dans un autre champ disciplinaire, en l'occurrence la douleur, là en l'occurrence c'était les rhumatismes et l'après-cancer. Donc vous voyez, les deux trucs étaient très cohérents, c'était à partir de 7,3, c'est très élevé. Donc pour moi c'est déjà quelque chose d'assez interpellant. Toujours cette même carte, vous voyez notre périmètre là en blanc, je ne sais pas si vous le voyez en pointillé, ça c'était notre périmètre d'analyse d'un contrat de quartier, enfin d'un contrat de rénovation urbaine, je ne vous passe les détails, mais là on a fait pareil, on a fait tous nos graphes, etc. Grosso modo, on est dans les quartiers. Vous voyez, on a mis la petite carte au-dessus pour montrer où on est par rapport à Bruxelles. On était vraiment, comme je le disais, dans le dur. C'est concentration d'infrastructures, d'écoles et de crèches, quartier hyper dense, très précaire, hyper pauvre, énormément de pollution, forte imperméabilisation, enfin, j'en passe. Et alors, on leur a demandé aussi, vous voyez le quartier, il y a le petit périmètre en blanc que vous voyez peut-être pas tous et toutes malheureusement, mais on leur a demandé de nous dire quels sont selon vous, hein, les endroits les exposés au stress thermique en été et quels sont selon vous les endroits confortables en été pendant les vagues de chaleur. Et ce qu'on voit en fait, c'est que donc nous on était dans les quartiers des Marolles, hein, vous voyez le Pentagone qui est là, enfin je sais pas si tout le monde, c'est peut-être pas facile à lire comme ça, j'aurais bien aimé vous pointer le truc, mais grosso modo la plupart
des gens nous disent que les lieux sont plutôt exposés que confortables, d'accord, avec certains quartiers comme Kuregembara qui est considéré uniquement comme exposé. On n'a pas eu une réponse de ces gens qui sont usagers de ces espaces-là et qui nous disent Kuregembara, il y a bien une rue qui est confortable. Pas une occurrence. Et on avait des occurrences je pense qu'on avait 270 réponses. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des rues. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le parc de la Porte de Halle, qui est un petit peu en bleu, qui est pas énorme, mais en fait, il a déjà un petit effet parce qu'il est perçu comme pas mal, comme assez confortable. Ce qui est aussi intéressant, et j'y reviendrai si j'ai le temps, parce que ça va être compliqué, mais c'est que par exemple, la place du jeu de balle, qui est considérée comme un espace vert par Bruxelles Environnement. Voilà, merci, c'est enregistré, c'est bien. Merci le surréalisme belge. Oui, vous verrez. N'est jamais cité comme confortable, évidemment. Tout comme, je sais pas, la place, la square de l'aviation, etc. Et autre élément important, je pense, à retenir de cette carte, c'est qu'on a le parc d'Uden et le parc de Forêt qui, eux, sont vus comme exclusivement confortables, ce qui peut paraître logique, hein. Donc, c'est les quartiers parcs d'Uden et parcs de Forêt, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans le monitoring des quartiers. Mais évidemment, c'est les parcs d'Uden et de Forêt. Et donc, les zones bleues qui sont clairement des lieux refuges de confort, etc. pour ces gens, sont en fait situées à 40-45 minutes à pied de leurs habitations, quoi. Voire même 45 minutes en tram, enfin je sais plus. Mais en gros, trop loin, clairement, que pour pouvoir être dans une ville à 10 minutes, telle que la ville de Bruxelles voudrait finalement mettre les choses en place. Encore quelques slides, si ça vous dérange pas. Pourquoi, oui, ce décalage entre ce que Bruxelles Environnement nomme comme un espace vert accessible au public et ce que les citoyens considèrent comme un espace vert accessible au public on le connaît depuis 2023. Quand on a fait les cartes à Evert, avec ces gentilles madames là en haut, à qui on a demandé, dites-nous, à nouveau, on leur montre la carte des espaces verts, on leur dit qu'est-ce qui est un espace vert selon vous ou pas. Et à gauche, c'est la carte des espaces verts selon Bruxelles Environnement, et à droite, c'est la carte des espaces verts selon les habitants. Ils ont rayé la moitié. C'est édifiant, et de mon point de vue, c'est vraiment problématique, parce que ça veut dire que je ne sais pas si c'est fait à dessein, hein, mais en tout cas, les élus politiques et toutes les statistiques régionales qui remontent jusqu'à l'Europe donnent à voir une Bruxelles ville verte, etc. Mais en fait, on est en train clairement d'augmenter les statistiques régionales, alors que ce n'est pas ce que les gens vivent, en fait, quoi. Et donc, de notre point de vue, il va falloir tout doucement revoir cette définition et à tout le moins se mettre d'accord, parce que vous allez voir qu'il y a un slide qui est un peu trop compliqué, parce que mais il y a 4-5 définitions d'espace vert accessible au public qui se baladent là pour le moment sur Internet. Vous avez plusieurs définitions de plusieurs administrations qui n'ont pas la même définition, en fait. Et donc, c'est n'importe quoi. Ça peut paraître bête, hein, mais il faut utiliser les mots. Les mots sont importants. C'est-à-dire que si on utilise des définitions qui correspondent, pas du tout au réel, et deux, sont pas les mêmes que l'administration de la rue d'à côté, de mon point de vue, il y a quand même un problème de cohérence, et ça a des effets sur les politiques publiques, puisque les politiciens et politiciennes pensent peut-être qu'on est très bien lotis et que tout va bien. Voilà, je m'énerve un petit peu, mais... du coup, pollution de l'air, très rapidement, il y a un lien, moi je le vois comme un aléa climatique, parce que, évidemment, la pollution de l'air, c'est lié à la combustion et aux voitures, blablabla, mais c'est lié à l'ensoleillement, en fait. Vous allez avoir des pics d'ozone qui vont être liés, l'ozone se crée en période de canicule, en gros. Vous allez souvent avoir les pics d'ozone qui sont lors des vagues de chaleur, d'accord? Et donc, la pollution de l'air, de mon point de vue, est quand même un aléa climatique. Ici, c'est le NO2, donc le dioxyde d'azote, qui a été cartographié par une super étude de plein de gens, mais donc de l'université d'Anvers et du BRAL, de mémoire. Et en fait, vous avez peut-être participé, l'un ou l'autre d'entre vous, ils ont mis des capteurs sur leur façade pour essayer de... Voilà. Et donc, en gros, les valeurs les plus jaunes, rouges, brunes, noires sont à nouveau au centre. C'est toujours la même dynamique, hein. Donc, pour tous les risques environnementaux, vous allez avoir le même truc. Et donc, toute la deuxième couronne est beaucoup mieux lotie. Ce qu'il faut juste entendre là-dessus, et ce que je pense pas assez de monde connaît ou sait, c'est que là, en gros... pour le moment, à Bruxelles, on travaille avec une norme européenne, d'accord? Donc, c'est la norme que l'Europe impose aux régions, etc. Pour le moment, en 2010, donc, celle qui est encore d'application chez nous, c'est 40 microgrammes par mètre cube de particules, d'accord? Donc, 40, c'est la couleur rouge, ok? Donc, on peut dire, à nouveau, en tant que politicien et politicienne, regardez, il n'y a quand même pas tant de points rouges que ça va. Sauf que, ce qu'ils ne disent pas assez, c'est que
à côté de la norme européenne, il y a une recommandation de l'OMS qui est, de mon point de vue, pas quand même un machin complètement hors sol. Hein. Enfin, on est sur des gens qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à modifier les chiffres, de mon point de vue, si ce n'est à sauver les gens. Et eux disent que en 2005 c'était 40, mais en 2021, pour eux, c'est 10. D'accord ? Ça veut dire qu'on divise par 4, en fait, ce qu'on pense qu'il faut respecter par rapport à ce que l'OMS dit qu'il faut respecter. Ça veut dire que 10, on est au point bleu clair, c'est pas du tout la même chose. D'accord ? Et il faut savoir que l'Union européenne, en 2030, donc vous voyez clairement la grosse machine administrative qui met du temps, là, ils vont imposer 20, d'accord ? En 2030, on devra respecter le 20 maximum, qui est en vert, d'accord ? Mais donc, ça veut dire qu'il y a un décalage énorme entre les recommandations de l'OMS et les normes européennes, qui est il est hautement probable que ce soit lié aux pressions et lobbies de l'industrie, qui n'a aucun intérêt, l'industrie automobile notamment, etc., qui n'a aucun intérêt à ce que les choses évoluent, quoi. Donc, il faut bien garder en tête, quand on parle de pollution de l'air, qu'il y a ces trucs-là. Les chercheurs d'air, Pierre Dornier et ses collègues qui font un boulot magnifique, ils ont montré qu'il n'y avait aucune école fondamentale bruxelloise qui respectait la norme de 10, donc de l'OMS, d'accord ? Aucune. Ça, on s'en fout. Du coup, sur l'explication territoriale de ces risques, un des facteurs explicatifs, de mon point de vue, évidemment pas pour la pollution de l'air, mais pour les autres, c'est les fameuses surfaces imperméables à Bruxelles. Et je vais peut-être... Je sais pas, hein, ouais, mais bon. Bon, bref. De toute façon, j'allais vous poser la question, donc okay. Voilà. Donc, en gros, vous voyez qu'à gauche, c'est la région en rouge. Ils avaient un territoire plus étendu, mais j'ai mis la carte à gauche. Gardez en tête que la région, c'est en rouge, à gauche. Et à droite, c'est surface imperméable en 55, en 70, en 85, en 93, en 2006. Ils sont arrêtés de cartographier en 2006, d'accord ? Par contre, ils ont fait une étude récente qui, je ne sais pas pourquoi, n'a pas cartographié à ma connaissance, donc peut-être je suis passé à côté, mais sinon je l'aurais mise. En 2022, ils ont mis à jour les trucs. Et donc ça veut dire que maintenant, en région Bruxelles-Capitale, on est à 53% de surface imperméable à Bruxelles, d'accord ? Mais ça, c'est un tableau qui cache des disparités gigantesques par commune et par quartier, d'accord ? Et donc, en plus, la forêt de Soignes lisse complètement le truc à la baisse parce que 10% du territoire de Bruxelles, c'est la forêt de Soignes. Et, comme je disais, ça cache énormément de disparités. Si on regarde à l'échelle communale, on a des communes qui sont à 86, 77, 78, 73, 85, 90 pour Saint-Josse, 78 pour Schaerbeek. La plupart de ces communes sont à nouveau, quand on prend les revenus médians, c'est les revenus les plus faibles. En général, ils sont grosso modo dans le cluster des communes les plus pauvres. Donc il y a à nouveau une inégalité environnementale sur cette dynamique-là. Et quand on regarde, ça on vient de faire tout récemment, les taux de croissance en fait des communes, taux d'imperméabilisation des communes entre 55 en bleu et 2022 en rouge, vous voyez qu'il y a parfois des disparités très importantes. Et puis à droite, on a mis les facteurs multiplicatifs. De 55 à 2022, et vert a plus que triplé son imperméabilisation, d'accord ? Ce qui pose problème d'après nous, c'est que, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. Si vous fixez pas de limite aux politiques publiques, ils vont toujours continuer. C'est pour ça que mon chouchou, c'est Ivan Illich. Parce que Ivan Illich, il a posé la notion de seuil et de limite. Il dit, au bout d'un certain moment, si vous voulez aller dans la même direction et que vous passez un certain seuil, ça va devenir l'obstacle de votre intention première. C'est ça qu'il dit, grosso modo. Et ici, si l'intention première d'urbaniser une ville, c'est de la rendre habitable, si vous passez un taux d'urbanisation, un certain seuil, elle devient inhabitable. C'est pas compliqué. Et il faut savoir qu'on a des quartiers, Stalingrad, c'est 98%, un quartier entier qui est imperméable. Vous avez 98% de la surface au sol qui est imperméable. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste hallucinant. Enfin, moi, je trouve ça mais tellement incroyable. Et nous, on fait ce travail donc de vulnérabilité, analyse de la vulnérabilité dans la guerre du Midi, mais on le fait comme une recherche-action, c'est-à-dire qu'on leur dit on va vous faire un diagnostic et après on va aller planter des arbres. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que quand on a un quartier à 98% imperméable, mais c'est juste pas possible en fait de planter des arbres. Vous voyez, c'est juste pas possible. Et la ville de Bruxelles nous dit bah non, c'est quand même compliqué, vous comprenez. Ouais, ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, et donc il faut avoir en tête que l'imperméabilisation, c'est une fois qu'elle est là, c'est pas facile de revenir en arrière. Hein. Donc, pour terminer, comment adapter ? 4 slides et j'ai fini.
comprendre l'urbanisation et la maîtriser. Donc ça, c'est l'effet de seuil. Rafik Hamdi, il travaille à l'Observatoire à Uccle. C'est un chercheur incroyable. Vraiment, personne ne connaît ses travaux. C'est juste, pour moi, le meilleur chercheur en question climatique à Bruxelles. Il montre, avec des collègues, qu'au-delà de 35% de surface imperméable, béton, asphalte, etc., les dynamiques hydrologiques, donc d'eau, changent fortement et que la ville devient beaucoup plus sensible aux inondations à partir de ce point-là. Donc pour lui, son seuil, c'est 35%. On en est loin, hein. Et ils disent, sur les réchauffements observés à Bruxelles, donc dans les années qui sont passées, sous plusieurs décennies, 45% du réchauffement n'est pas dû au climat, en fait. C'est dû à l'urbanisation. Ça veut dire que cette urbanisation, elle a des effets il y a des effets de seuil importants sur les inondations, il y a des effets de seuil importants sur le stress thermique. Enfin, il y a un vrai truc là derrière, quoi. Et personnellement, je pense qu'il faut réduire et même désimperméabiliser une partie de Bruxelles, vraiment. Et ça implique des choses incroyables, hein, parce que ça veut dire que vous allez avoir tous les gens qui veulent faire du logement social, ils vont venir, vous comprenez, c'est pas possible. Et puis ça risque d'augmenter les loyers, ce qui est vrai. Enfin, ça implique de changer complètement la perspective de faire la ville, mais de mon point de vue, il faut tendre vers ça. Ça, c'est une petite slide que j'aime bien montrer. C'est on veut un parc, donc typiquement justice participative en fait. Hein. Ces gens veulent mobiliser la justice participative en mettant, comme ils n'ont pas les moyens d'interpeller les pouvoirs publics, ils mettent un panneau en fait. Et on regarde des années plus tard, c'est toujours pas le cas. Et je pense même de mémoire que c'était en cours de construction, terrible. Bref, sur l'urbanisation, il y a des procès en cours incroyables de We Are Nature, etc., que vous avez peut-être vu passer, qui ont demandé de geler la construction de terrains au-delà de 0,5 hectares sur le territoire. C'est lié à la modification du PRAS. Si vous avez des questions après, je pourrai y répondre. Il faut, de mon point de vue, mieux comprendre les investissements financiers pour adapter Bruxelles, parce que il faudra payer tous les arbres, il faudra payer la désimperméabilisation, il faudra payer toute une série de choses. Ça, c'est pour l'adaptation. Et il faut aussi mieux comprendre les questions d'assurance. D'accord ? Aux États-Unis, les assurances se retirent maintenant des catastrophes. Et nous, c'est pas encore le cas, mais elles disent, on a déboursé 2 milliards d'euros en indemnité pour les inondations de la vallée de la Vesdre. Ils disent, on va plus le faire. On n'a pas, il dit un accord, donc c'est N. Lanois, CEO d'Assuralois, un accord exceptionnel n'est par définition pas renouvelable. Donc pour eux, c'est très clair. Ils sont déjà en train de dire dans la presse, on va pas vous suivre tout le temps là-dessus, quoi. Et ça, c'est le début, de ce qui va nous arriver. Déployer massivement des espaces verts publics de qualité, sécurisés aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand on interroge les gens près de la gare du Midi, les mamas marocaines, elles nous disent, moi j'aimerais bien aller au parc là, mais il y a des enjeux de sécurité en fait, c'est des points de deal, c'est des points de trucs, et donc j'emmène pas mes enfants là-bas en fait. Donc en plus de ça, à nouveau, système complexe, sécurité, etc. Mais voilà, là, je donnerai peut-être le PowerPoint en dispo, mais il faut savoir que la définition de Bruxelles Environnement à l'heure actuelle sur qu'est-ce qu'un espace vert public, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, de mon point de vue, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de taille minimum, taux de végétation à partir de 10%, c'est bon. Enfin, vous regardez dans la définition, vraiment, je vous invite à regarder définition espace vert public Bruxelles Environnement. Ils expliquent tout, ils montrent des photos de ce qu'ils se considèrent comme un espace vert et ce qu'ils ne considèrent pas comme un espace vert. Enfin, je sais pas. À qui, enfin, vraiment, je comprends pas comment c'est passé. Vraiment, mais c'est les gens bien, les gens du BRAT qui ont fait ça, mais je comprends pas. Déployer toutes les questions de solutions basées sur la nature, donc parc, pelouse, toiture végétale, plan d'eau, jardin de pluie, blablabla. Il y a plein de travaux là-dessus. Il faut foncer là-dedans, c'est très très clair. Mais ça implique aussi, je le disais, je l'ai oublié de dire dans la slide sur le financement, mais c'est qu'on n'a pas encore estimé les financements de l'adaptation. Donc, il est peut-être temps de commencer à estimer ce que ça va coûter, ce que ça risque de coûter. On n'est nulle part là-dessus. Vraiment, on n'est nulle part. Adapter les politiques publiques sur les prix à la rénovation qui doivent toucher les personnes les plus défavorisées en priorité, pas seulement. Prise en compte du risque de la climatisation généralisée. Il faut savoir que là maintenant, en Europe, il y a des documents un peu techniques qui disent le gros machin qui va arriver en Europe, c'est le fait que tout le monde va prendre la clim et que ça va réchauffer les villes encore plus. Du coup, ça, c'est un truc qui va arriver, qui va être terrible. La low emission zone, peut-être la remettre en place avec des adaptations, probablement. Peut-être un moratoire sur l'artificialisation des sols. Ça, c'est en gros ce qui est en train de se passer pour le moment. D'autres idées, c'est vers un droit à la fraîcheur, potentiellement, des mutuelles climatiques, des fonds communaux, régionaux alimentés par des taxes climatiques, des réseaux de refuges climatiques. On n'a pas encore cartographié les refuges climatiques possibles à Bruxelles. Il faut faire ça.
et les églises, les piscines, les espaces verts. Il y a plein de villes qui disent, voilà, on modifie la gouvernance de ces trucs-là et ça devient gratuit en cas de forte chaleur, que sais-je. Des réseaux de solidarité citoyenne aussi. On est en train de proposer des trucs comme ça à Ganseron, ou peut-être qu'on peut imaginer des réseaux de solidarité. Parce qu'il faut savoir que le plan forte chaleur, il n'atteint pas sa cible assez bien. C'est des trucs, parfois on reçoit un SMS quand il y a un pic d'ozone, et le plan forte chaleur, il n'atteint que, on va dire, certaines personnes âgées, certains types de publics, mais il n'atteint clairement pas toutes les personnes isolées, etc. Et donc potentiellement que, partant du bas, des réseaux citoyens solidaires pourraient venir aider là-dessus, expérimenter les plans d'urgence, comme il y a des plans catastrophes dans les hôpitaux, etc. La ville de Paris vient de le faire. Ils ont fait vraiment un grand jeu de rôle avec multi-acteurs. Qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça? Puis ils ont fait des exercices en table et puis des retours d'expérience qui ont alimenté le plan Grand Chaud pour protéger les personnes à la rue, des nouveaux lieux refuges, multiplication des exercices de crise. Donc, vous voyez, c'est assez logique en fait. Ils en sont arrivés aux conclusions qu'il y a des personnes hyper vulnérables qui sont concernées par ça. Il faut créer des nouveaux refuges. Il faut avancer, quoi. Voilà, j'ai enfin terminé. Merci de votre attention. L'essentiel, non mais vous inquiétez pas Simon, justement l'essentiel c'est qu'on ait tout un aperçu. Alors c'est vrai qu'on a bien compris que tout est complexe, tout est impliqué, tout est imbriqué, mais ça serait quoi? Il y aurait quoi comme mesure relativement simple, entendez bien mes mots, relativement, à mettre en place pour après entraîner un effet domino? On commencerait par quoi? Vous suggéreriez quoi? J'en ai un peu parlé. Parce qu'il y a plein de choses, mais... Oui, moi je pense qu'il faut avoir un vrai travail sur l'imperméabilisation des sols, parce qu'elle est corrélée à plein de trucs en fait. Ce sera probablement le plus difficile, mais là vous avez une réponse qui vient avoir des effets dominos sur plein de trucs, quoi. Il y a planter des arbres, il y a les toitures vertes, il y a les toitures réfléchissantes, il y a les réfléchissantes dans la littérature, c'est pas tout à fait clair parce que le confort thermique lié aux peintures blanches n'est pas excellent apparemment. Donc je reviens un peu de ce truc-là, mais oui, il y a plein de trucs. Ça, je pense, l'imperméabilisation. Et tout à l'heure, vous avez dit aussi des trucs un petit peu dingues. Alors justement, une chose, la chose la plus folle à mettre en place. Je suis pas sûr qu'il faille faire des choses folles. Enfin là, on parle de choses sérieuses. Oui, bien sûr. Mais en même temps, des trucs où on se dit c'est vraiment ambitieux, on n'aura peut-être pas le temps, mais il faut y aller. Travailler sur des seuils d'imperméabilisation, des seuils des objectifs de désimperméabilisation, pour moi, c'est d'une ambition absolue. Enfin, c'est très clair. C'est évident. C'est aller à contre-courant de ce qui est en train de se passer depuis les années 50. Je pensais à ça, je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi il a disparu de mon PowerPoint, mais il y a l'adaptation des arbres au changement climatique. Que, étonnamment, on ne travaille pas à Bruxelles. Alors, on doit s'en remettre à la curiosité, créativité et qualité des différents gestionnaires d'espaces verts de Bruxelles dans les communes et dans les administrations régionales pour ça. Et je suis sûr qu'il y a des gens très bien qui se penchent là-dessus. Mais on n'a pas de catalogue d'arbres adaptés ou pas au changement climatique. On avait tenté très humblement, parce qu'on n'est pas, on avait une biologie dans l'équipe, mais c'est un sujet hyper compliqué. Et on avait un petit peu regardé, on avait comparé de ce qu'il y avait comme arbre à Bruxelles dans certaines communes versus la vulnérabilité climatique qui était notée dans ce qu'on appelait le fichier écologique des essences forestières qui est édité en Wallonie. Et il y avait des occurrences qui étaient les mêmes, et donc on pouvait dire tiens, le hêtre, effectivement c'est pas ça, le robinier, etc. Donc là on a vraiment un tout petit truc là-dessus, mais on a fait ça avec je sais pas quelques milliers d'euros comme budget. Enfin, c'est juste ridicule. Il faut clairement, pour moi, une administration qui dit ça, c'est les 50, 100, 300 essences qui sont adaptées au climat futur de Bruxelles, et il faut investir là-dedans parce que c'est à nouveau lié au pognon qu'on va mettre là-dedans. Enfin, non seulement on plante mal les arbres parce qu'on leur donne jamais la place qu'ils ont aussi, c'est lié à nouveau à la place au sol, etc. Mais en plus, on plante probablement encore des mauvais arbres, malheureusement. Oui, des mauvaises variétés. Il puisse y avoir des mauvais arbres. Oui, mais des variétés pas adaptées, quoi. Voilà. Et donc, c'est un gaspillage d'argent public énorme. Donc là, si Georges voulait boucher mon temps, on va dans son sens, on va faire des économies.
C'est super. Non, mais il veut mettre plus d'ingénieurs et pas de poètes. Voilà, c'est encore autre chose. Ouais. Il a pas compris que, bref, il a pas compris plein de trucs. Bref, justement, puisqu'on parle aussi politique, on voit quand même aussi le temps que les politiques mettent à former un gouvernement. Donc forcément, quand des fois on voit le blocage, est-ce qu'il y a des choses que nous, on peut faire à notre hauteur de citoyen, même si c'est vraiment Sur l'adaptation de Bruxelles. Je sais pas, je vous pose la question. Je sais bien qu'à chaque fois, ça nous incombe à nous, alors que ça devrait être au niveau politique. Mais à un moment, il y a des petites enveloppes communales ou que vous pouvez solliciter pour planter des arbres autour de vous. Vous pouvez aller voir les personnes âgées pour leur demander si elles sont pas en train de crever en silence. Non, mais... Oui. Développer des solidarités. Après, l'espace public, par définition, c'est quand même a priori les pouvoirs publics et c'est quand même on paye des impôts pour ça. Hein. Exactement. Si mais tout à l'heure, vous avez parlé de justice, de reconnaissance. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il en faudrait aussi peut-être un petit peu plus pour lutter, faire évoluer les choses sur le survol des avions, planter plus d'arbres, les passoires thermiques aussi, les logements, parce que ça aussi, ça compte dans tout ce qu'on vit. Moi, tout est imbriqué. J'ai pas une baguette magique. Enfin, je me doute bien. Là, les primes révolution, c'était super, mais ça touchait pas forcément les publics que le gouvernement voulait vraiment toucher. Mais bref, c'est quand même mieux que rien. Mais je me doute bien qu'on ne pourra pas financer tout ça facilement. Hein, je dis pas. Hein, mais après, il y a quand même des richesses qui sont produites dans notre pays et on sait. Voilà, il y a des enjeux probablement de fiscalité qui doivent être mobilisés pour trouver ces enveloppes-là. Donc moi, je dis pas que c'est simple. Hein. Là, on est quand même dans une situation. On a bien compris que c'était complexe, mais à un moment, il va bien bien falloir commencer par quelque chose. Ouais. Et, le micro va circuler parce que vous allez poser des questions. Levez la main. Olivier va vous passer le micro. Il arrive. Hein. Voilà. Maison de la France.